Notre invitée cette semaine, Lynn Beauchamp. Lynn Beauchamp, bonjour. Bienvenue à Mémoire. Alors, racontez-nous un peu votre enfance. Dans quel environnement vous avez grandi? Je suis née à l'hôpital de Valleyfield, mais j'ai grandi dans un village au bord du Saint-Laurent qui s'appelle Saint-Timothée, un village agricole. J'ai eu la chance vraiment de grandir dans une famille aimante. Je suis la 6e de 7. Je suis arrivée 6 ans après ma sœur, qui était donc la 5e. Et vous devinez là, que j'étais le bébé gâté, oui. Aimé. Mon père était commerçant. Ma mère est une femme formidable, mais qui a élevé 7 enfants, qui a donné un coup de main à mon père et qui après aussi est retournée aux études et tout ça. Donc, c'est des parcours très inspirants. Mais vraiment, la famille, j'ai vraiment envie de dire la famille québécoise, très typique, avec un père qui avait fini une 4e année. Ma mère avait fini je pense qu'à l'époque, on parlait peut-être d'une 6e année ou d'une 12e année, je me souviens plus trop, mais enfin, elle avait fini l'école dans son village et ne pouvait plus ensuite poursuivre ses études. Et les 7 enfants Beauchamp sont des diplômés universitaires. Donc, je trouve vraiment que ça décrit l'émancipation des Québécois francophones. Là. J'ai toujours trouvé qu'on était une famille très typique. Et est-ce que vous étiez politisée? Est-ce que la famille était politisée? On parlait... Pas vraiment. Donc, par exemple, mes parents n'ont pas eu de carte de membre de parti politique. Je ne les ai pas vus militer. Ma mère pouvait travailler, je pense, parfois aux élections, mais vous savez, comme aux tables de vote, mais peut-être plus tard dans sa vie. Mais par contre, on écoutait les bulletins de nouvelles. On pouvait même écouter, quand ça commençait à être télévisé, mes parents écoutaient les travaux de l'Assemblée nationale, la période des questions. Donc, il y avait 3 quotidiens qui rentraient dans la maison. Donc, il y avait quand même, c'est une famille, mes parents étaient informés. Puis il y avait une notion, je crois, d'être engagé dans sa communauté. Là. Ma mère faisait du bénévolat. Mon père, comme commerçant, avait beaucoup d'actions de soutien, par exemple, à des équipes sportives, aux régates de Valleyfield, mais ça ne prenait pas la forme de la politique active. Et vous, vers quel âge avez-vous commencé à vous y intéresser? Moi, je n'ai pas pu voter au premier référendum, mais vous imaginez bien que quand on a 17 ans puis que c'est une période référendaire, je pense que dans toutes les familles québécoises, on a vécu une forme de piqûre politique parce que ça faisait quand même l'objet de discussions puis de débats même et tout ça. Mais j'ai grandi en lisant les journaux, en écoutant les bulletins de nouvelles. Puis à la limite, la période où je me suis le moins intéressée à ce qui se passait autour de moi, c'est plutôt les études universitaires, où on est comme dans une espèce de petite... En tout cas, moi, je l'ai vécu plus comme une forme de bulle. Là. Mais sinon, après ça, je pense que je peux dire tout au long de ma vie, l'actualité, les enjeux politiques, ça m'a toujours intéressée. J'ai des souvenirs vivaces, c'est assez drôle, mais je me souviens même, par exemple, de la une d'un journal qui parlait de l'adoption de la loi sur le statut de l'artiste. Je me souviens de ça, de Lise Bacon, de Serge Turgeon, et j'imagine que j'étais jeune adulte, mais plus tard, quand j'étais ministre de la Culture, je me suis dit, c'est drôle le fait que je me souvienne de l'adoption de la loi sur le statut de l'artiste. Donc, vous voyez, toujours quand même suivi d'assez près ce qui se passait. Alors, on va parler de votre bulle, justement, celle des études, puisque vous avez tous et toutes été à l'université. Vous y allez donc aussi, et vous faites des études en psychologie à l'Université de Montréal. Qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine-là? Encore aujourd'hui, je ne sais pas trop. OK. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'honnêtement, quand j'étais au cégep, j'ai fait des demandes dans toutes sortes de domaines. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui très tôt savait quelle était sa destinée et qui voulait faire un métier en particulier. Et j'étais fascinée par des amis qui avaient ça, là, qui disaient « Moi, je vais être médecin ». Et tout, mais moi, c'était vraiment pas le cas. J'ai étudié en psychologie sûrement pour 2 raisons. Premièrement, parce que dans ma famille,
on a eu des défis reliés à la santé mentale, sûrement que ça m'a marqué. Et aussi, à l'université, moi, je me suis vraiment intéressée à la psychologie industrielle organisationnelle, vraiment l'angle des changements dans une organisation, dans la société. J'ai fait tous les cours en psychologie industrielle organisationnelle, même si on nous décourageait de les faire parce qu'ils étaient difficiles, et ça faisait baisser la moyenne et ça faisait diminuer les chances d'être admis en maîtrise. Mais moi, j'étais une bonne étudiante, j'avais confiance en moi, puis peut-être aussi je vivais le moment présent. Je me disais, moi, c'est ça qui m'intéresse, et je vais aller faire ces cours-là. Mais ensuite, j'ai choisi de commencer ma maîtrise en psychologie qu'on appelle clinique. Là, donc, je me préparais à être une psychologue psychothérapeute, une clinicienne. Et puis tout ça a bifurqué. Donc, j'ai jamais complété ma maîtrise. J'ai fait mes stages, ma scolarité, mais j'ai jamais complété le mémoire de maîtrise de recherche qui était obligatoire à cette époque-là. Et c'est comme ça. Puis j'ai jamais vraiment regretté de ne pas avoir complété ce cycle-là. Par contre, tout ça vous sert dans votre prochaine occupation qui va être celle de diriger Infocroissance, qui est finalement un groupe de protection de consommateurs, mais dans le domaine des sectes. Des psychothérapies, Exactement. Des centres de croissance personnelle. Oui. Ça vous a servi? Oui, bien sûr, ça m'a servi. J'ai, à la demande de l'ACEF Centre, qui est devenu ensuite Option Consommateur, j'ai fait un travail d'été où on allait assister, j'ai envie de dire presque en espion, à des séances offertes par des centres de croissance personnelle. C'était toute l'époque qu'on appelait de l'ère du Verseau. Ça pullulait vraiment, ces centres de croissance personnelle où on vendait toutes sortes de trucs. Donc là, il y avait une démarche de protection des consommateurs. J'ai fait donc un travail d'été et ensuite, on m'a invité à lancer Infocroissance. C'est une belle époque parce que dans le fond, c'était aussi être entrepreneur. Hein. C'est vraiment entrepreneur social, mais c'est quand même mettre sur pied une organisation, la structurer, continuer à faire de la recherche. Et il est arrivé quelque chose d'incroyable, c'est le fait que Pierre Foglia, le célèbre chroniqueur du Journal de la Presse, a décidé de consacrer une série de chroniques. C'est exceptionnel, il l'a fait en rafale sur 5 ou 7 jours, qui s'appelait « Les manipulateurs d'âme ». Parfois, il y a encore des gens qui se souviennent de cette série de chroniques. Et il m'avait consulté, interviewé, et finalement, il avait parlé d'Infocroissance, de la recherche qu'on avait faite. Et écoutez, les demandes d'information ont littéralement explosé. C'était incroyable. Mais donc, j'ai lancé Infocroissance avec l'aide de l'équipe de la CEF Centre, bien sûr, mais j'ai été là pendant 4 ans. Jusqu'à temps que se pose la question un peu, mais est-ce que moi, vraiment, ma vie, je vais la consacrer à être une spécialiste des phénomènes sectaires, des psychothérapies? Je donnais plein d'entrevues avec Jeannette Bertrand, avec toutes sortes de monde. Puis là, et un jour, je me suis dit, non, je ne veux pas devenir la spécialiste des sectes, des mouvements sectaires au Québec. Ça m'intéressait, mais je ne voulais pas y consacrer ma vie. Mm-hmm. Donc, vous prenez en 1991 un autre virage et vous devenez directrice générale de la station de radio communautaire CIBL francophone. Ouais. Et donc, les bureaux dans l'Est de Montréal, voilà. Donc là, vous y passez aussi plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la radio? J'ai commencé comme bénévole. Donc, j'ai secondé une de mes sœurs qui avait proposé une émission de radio consacrée, ma sœur est pianiste, consacrée à la musique sur clavier, pour clavier. Écoutez, notre créneau horaire était le mardi de minuit à 2 heures du matin. Vous voyez qu'on est rentré bénévolement par la petite porte. Mais par la suite, on m'a confié d'autres émissions, l'émission du matin, des émissions musicales. J'ai fait l'animation du magazine du samedi matin, jusqu'à temps qu'on me demande d'être membre du conseil d'administration de la radio et qu'ensuite, on m'a invité à être la directrice générale de cette station de radio qui, à l'époque, était en faillite technique. Mm-hmm. Donc, c'était une situation financière extrêmement difficile. Mais moi, j'étais à Infocroissance avec un salaire du milieu communautaire, un salaire vraiment pas très élevé, mais quand même avec une certaine stabilité. Mais j'avais fait un petit peu le tour du jardin. Et j'ai dit oui, ce qui est
complètement fou. Là, je vous le dis entre vous et moi, c'était une décision qu'aujourd'hui, je me dis, si une de mes nièces devait me dire, je quitte un emploi pour aller essayer de sauver une station de radio, parce qu'en fait, je ne me suis pas versée de salaire pendant au moins 2 mois quand je suis arrivée à CIBL. Et j'étais pas riche, là, mais je vivais avec ce que j'avais. Mais finalement, ça a fonctionné. Donc, j'ai réussi à aller chercher des programmes de subvention, puis j'ai dû faire des coupures de postes, mais je suis allée chercher des sous, améliorer le service des ventes publicitaires. Et bien, CIBL vit toujours, a connu aussi ses hauts et ses bas au fil des décennies, mais au moins, c'est encore là. Et ça vous a fait connaître, évidemment, toute cette région-là, tout ce coin de Montréal, avec ses commerçants, les entreprises, les organisations communautaires. Et des décideurs, parce qu'à l'époque, l'Est de Montréal souffrait d'énormes pertes d'emplois suite à la fermeture de raffineries ou de chantiers, un chantier naval, le site ferroviaire de Angus. Et donc, il y avait eu des mesures qu'on appelait les mesures de relance de l'Est qui avaient été mises en place par tous les paliers de gouvernement. Et c'est à travers ces mesures, moi, que j'ai réussi à aller aider CIBL. Mais oui, ça m'a fait rencontrer toutes sortes de gens, toutes sortes de monde, toutes sortes de décideurs dans l'Est de Montréal. Est-ce que c'est ce qui vous a amené à Pro-Est? Oui, on peut dire ça. Premièrement, parce que sur le conseil d'administration de la radio communautaire, il y avait des gens qui étaient aussi engagés au sein de ce mouvement qui s'appelait Pro-Est, qui était vraiment une table de concertation pour relancer le développement socio-économique dans l'Est. Déjà, donc, ces gens-là m'avaient vu travailler fort à la radio, m'avaient invité à postuler pour le poste de directrice générale de Pro-Est. Et oui, je pense que ça s'est fait de cette façon-là. Mais là encore, je postule parce que c'est un défi plus grand, être à Pro-Est. Ça voulait dire, autour de sa table de conseil d'administration, d'avoir des représentants syndicaux de la CSN, de la FTQ, de la grande entreprise, les grandes institutions, la PME qui m'a toujours intéressée, la PME manufacturière, le milieu communautaire, la dynamique politique avec les députés, les maires. Je me suis dit, OK, on y va, mais vraiment, c'était fou encore parce que dans le fond, je n'avais pas beaucoup d'expérience, pas une grande connaissance du milieu politique. Et je vous confie que je vais toujours me souvenir que dans ma première semaine de travail à Infocroissance, quand le téléphone sonnait sur mon bureau, je faisais de l'arythmie cardiaque tellement j'étais nerveuse. Infocroissance ou Pro-Est? Pro-Est, merci, à Pro-Est. Mais je vais toujours me souvenir de ça, au bout d'une semaine, de me dire mais je ne suis pas capable, je ne suis pas à la bonne place, c'est trop des grands enjeux. Et j'appelle une de mes sœurs qui m'a dit, ben je crois me souvenir que tu as dit en entrevue que tu aimais les défis, ben en voilà un, tu sais, affronte-le. Puis finalement, j'ai été 6 ans à Pro-Est et là encore, une excellente école et un travail de concertation, amener les gens à travailler ensemble, à avoir une même vision pour le développement de l'Est, où à l'époque, on avait ciblé comme secteur la plasturgie, toutes les PME dans le secteur du plastique. On a mis en place une zone d'intervention prioritaire pour le fleuve Saint-Laurent. Enfin, on a mené différentes actions de concertation. Mais c'était quand même, c'est une des plus grandes marches que j'ai montées dans ma carrière professionnelle, c'est entre CIBL et Pro-Est. C'était une grande marche à monter parce que je connaissais rien au milieu de la politique municipale et au milieu politique. J'ai appris à la dure. Mais ça... Et donc, vous ne militiez pas à l'époque? Non, jamais. En fait, moi, je n'ai jamais eu de carte de parti politique avant d'officialiser ma candidature en 1998. Je n'ai jamais milité. Par contre, j'avais un parcours très typique, dans le sens que j'ai toujours fait partie des associations étudiantes, j'ai toujours été une organisatrice dans mes écoles, organisatrice de la semaine culturelle de la polyvalente Baie-Saint-François à Valleyfield, membre du conseil pédagogique de mon cégep, membre du conseil universitaire à l'Université de Montréal, parce que je faisais partie de l'association étudiante de mon département. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, pas militante politique, pas sur la scène politique, mais toujours engagée à faire bouger les choses, à amener du changement. Qui est une école aussi. Bien sûr. D'ailleurs, le milieu communautaire, c'est vraiment un apprentissage politique. Aussi, oui. Tout à fait. C'est un milieu du service. C'est une notion quand même, c'est une forme de service public. Oui. Mais oui, à l'évidence, il faut savoir
En fait, c'est un milieu où on veut faire bouger les choses. J'ai pas toujours été juste dans un milieu de service totalement. Il y avait quand même, quand on travaille pour une association de protection des consommateurs, on veut faire bouger les choses, on va faire changer des choses. On travaille sur les rapports de pouvoir. Oui, donc, oui, vous avez raison. C'est un peu on peut résumer ça comme ça, oui. Donc, vous militiez pas, mais vous avez voté oui au référendum de 1995. Qu'est-ce qui expliquait votre décision à l'époque? Vraiment, je sais que des amis proches de moi avec qui on en parlait le savent. J'ai pas voté oui pour réaliser l'indépendance du Québec ou la séparation du Québec du Canada. J'ai voté oui pour le rapport de force. Je vais reprendre votre expression. Pour le rapport de force, donc vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque, c'est l'arrivée de Lucien Bouchard, présenté comme le négociateur pour le Québec de ce nouveau rapport de force avec le reste de la Fédération. Et c'était vraiment ça mon vote. C'était pour dire, bon, on va prendre une position de force pour négocier. Mais je précise aussi quand même que, bon, je travaillais à Pro-Est, je travaillais pour le développement de l'Est de Montréal, mais c'est quand même une époque où après ça, j'ai fait 15 ans de vie politique. Et là, t'es à fond dans tous les débats politiques. Mais à l'époque, je suis quand même avant tout une citoyenne comme une autre, qui s'informe, mais qui trempe pas là-dedans tous les jours. Et autrement dit, mon intérêt premier n'était pas la question politique et référendaire. Moi, je devais travailler à du développement économique dans l'Est de Montréal. Donc, je dis ça en disant, on s'informe, on vote, mais je militais pas. C'était c'était pas pour moi la réalisation d'un objectif ou d'un rêve ou quelque chose comme ça. Donc, en 1998, vous avez un appel, j'imagine, de Jean Charest, qui est devenu chef du Parti libéral, et qui vous invite à faire partie de son équipe. Quelle est votre réaction? C'est une réaction de savoir que j'ai une grande réflexion à faire. Étiez-vous surprise? Oui, j'étais surprise, mais avant cela, quand j'étais à Pro-Est, au niveau municipal, donc plusieurs candidats à la mairie de Montréal, de toutes sortes de partis de l'époque, m'avaient approché pour faire de la politique au niveau municipal. Et bizarrement, ça a toujours été clair pour moi, que je ne ferais pas de la politique au niveau municipal. Je n'avais pas cet intérêt-là et c'était très facile pour moi de décliner ces invitations. Mais quand est arrivée l'invitation pour faire de la politique pour le Québec, là, je me suis sentie interpellée. Je me suis dit qu'il fallait prendre le temps d'y réfléchir. Je pense que ça a toujours été clair pour moi que si j'avais à faire de la politique, ce serait pour le Québec, ce serait à ce palier-là. Et vraiment, j'ai réagi en me disant que j'étais consciente que l'image que je prends toujours, c'est de dire que là, il y a un train qui passe dans la gare de ta vie et tu dis, le train passe, puis là, c'est maintenant. Il faut que tu décides si tu montes dans le train ou si tu le laisses passer. Et ça a été 4 journées. Moi, j'ai eu environ 4 journées de réflexion. Ça a été 4 journées de réflexion très intenses. Je m'en souviens très bien. Je me souviens de changer d'idée aux 4 heures. Pour vrai, là, de se dire 4 heures plus tard, j'y vais pas. Puis 4 heures plus tard, tu peux pas faire ça, il faut que tu y ailles et tout. Je me suis retrouvée aussi dans une église pour parler à mon père qui était décédé et qui était un grand nationaliste. Je dis, mon père était un René Lévesque. C'est comme ça que je devrais le décrire, là, vraiment. Et donc, vous pouvez imaginer les débats autour de la table à la maison lors du premier référendum, parce que ma mère était une fédéraliste qui défendait très bien son point de vue. Et le reste de la famille était plutôt dans le camp que je qualifiais de nationaliste ou de souverainiste. Et quand est arrivé le moment de la décision, j'ai dû aller parler à mon père. Puis là, bon, mais c'est ça, pour lui dire que j'allais défendre le Québec pour vrai, tu sais. Et c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Il vous a donné son absolution. En fait, j'étais allée lui dire plutôt que j'en avais pas tout à fait besoin. Mais je dis ça, mais en même temps, je me suis quand même retrouvée dans une église à lui parler. Mais c'était surtout le fait que mon père vient d'une génération où il a travaillé dans l'usine de la filature de coton à Valleyfield. Il vient vraiment de la génération des Québécois francophones qui n'avaient pas la chance d'améliorer leur vie, à part de travailler immensément fort. Et je comprenais les affronts qu'il avait vécus. Je comprenais le fait qu'il avait sûrement
avec raison, le sentiment qu'il n'avait pas eu la même chance que d'autres. Et je suis allée lui dire que c'était plus tout à fait mon histoire, que moi, j'étais une diplômée universitaire, que pour moi, tout était possible et que le Québec de 1998 avait plutôt fait de moi une femme qui avait une indépendance financière, dans le sens que je travaillais, je pouvais subvenir à mes besoins. Et donc, il y avait eu une émancipation des Québécois. Et que là, maintenant, c'était à mon tour de les servir, mais dans le camp libéral. Et avec vos convictions, donc vous avez en fait assumé vos convictions. Oui, c'est plus ça. C'est pour ça que je vous dis, je suis allée lui expliquer. Non, mais c'est ça, je suis allée lui expliquer, mais un peu, vous savez, on va dire, des fois en psychologie, qu'on traîne un sac à dos, puis qu'on traîne là-dedans des pierres qui appartiennent à l'histoire familiale et tout. Puis je suis un peu allée lui dire que dans mon sac à dos, je ne pouvais plus transporter ces pierres à lui et que maintenant, j'avais cette vie à mener. Mais je souligne quand même que pour moi, vous avez compris que le mot Québec était quand même au centre de tout ça. Puis je le sais que je l'ai servi, puis qu'il serait fier. Est-ce que l'idée d'être une femme aussi qui s'en va en politique a contribué à votre décision? Est-ce que vous vous êtes dit, j'y vais en tant que femme? Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est pas un cliché. Là. Vraiment, à l'époque, je me souviens très, très bien. Je me souviens même de la scène. C'est bizarre, mais je me souviens de m'être regardée dans le miroir et de me dire, tu ne pourras plus jamais critiquer le fait qu'il n'y a pas de femmes en politique si toi, tu y vas pas. On te demande d'y aller. Et M. Charest m'avait aussi expliqué qu'il voulait des femmes dans son équipe, puis qu'il voulait aussi des femmes comme moi, c'est-à-dire de ma génération. J'avais 35 ans, et je le comprenais. Je me disais, oui, ça prend pas juste non plus des femmes qui abordent un autre volet de leur carrière dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Ça prend à l'époque, on disait des jeunes femmes, mais ça prend des jeunes femmes et tout. Et oui, vraiment, ça a joué. Je me suis dit, on te le demande. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles en tant que femme. Et à l'époque, donc, nous n'étions pas si nombreuses. Et j'ai vécu l'arrivée en politique à l'époque quand même avec avec une espèce de charge mentale ou une espèce en tout cas, une hyper-conscience que les gestes qu'on posait comme femmes à l'Assemblée nationale dans notre vie politique, contribuaient à marquer le chemin. Cette notion de ne pas tout à fait avoir le droit à l'erreur. Au début, ça m'habitait. Autrement dit, le fait d'être une femme en politique, de participer activement à notre vie démocratique, je portais ça. J'en étais pleinement consciente. Et je le faisais aussi pour ça. Alors là, vous ajoutiez une nouvelle pierre dans votre sac. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Comment s'est fait votre arrivée à la candidature dans la circonscription de Sauvé? J'ai été très chanceuse, vraiment. Ça s'est vraiment très bien fait. Et je le dois notamment à mon prédécesseur, Marcel Parent, qui aura été député de Sauvé un peu comme moi, pendant tout près de 15 ans. Et Marcel Parent, qui avait été président du caucus des députés, qui était extrêmement apprécié dans le comté, a été d'une élégance de cœur incroyable. Vraiment, je lui dois beaucoup. Donc, il m'a accueilli, il m'a présenté à tout le monde, il m'a donné ses bons conseils, il m'a vraiment tendu le témoin, il m'a vraiment présenté comme sa successeur. Et les militants m'ont très, très bien accueilli et ça s'est bien passé. Mais j'ai une petite anecdote pour vous quand on parle des femmes en politique. Premier discours, vous savez, le discours comme de candidate là, dans le comté, je me prépare, c'est un discours important pour moi et tout. Et je monte sur scène, je livre mon discours et quand je descends, il y a une dame de certain âge qui m'accueille au pied de l'escalier et qui me dit « Ah, vous avez des beaux bas de nylon! » C'est une vraie histoire, parce qu'à l'époque, c'était la mode des bas qui brillaient un tout petit peu. Et j'avais aussi porté ça, puis là, je m'étais dit « Ah, OK, on m'a beaucoup plus regardé sous tous les angles qu'on a écouté mon discours. » Et c'est une leçon. C'est une leçon politique fantastique et incroyable. Mais oui, c'est le premier commentaire que j'ai reçu, c'est que j'avais de beaux bas nylon. Une leçon à la femme ou une leçon à la politicienne?
Les deux, mais plus à la politicienne, dans le sens que, vous savez, il y a une célèbre scène dans un film où on personnifie Bill Clinton et Hillary Clinton. Et c'est lorsque ça va mal dans le couple, mais qui décident de faire une entrevue à deux. Et là, vous avez leur principal conseiller politique qui se retrouve dans un bar, puis qui écoute le reportage à la télé, puis il constate que tout le monde autour du bar commente la longueur des cheveux de Hillary Clinton, puis qui se dit tout ce mal à préparer les lignes et tout ça, alors que les gens regardent les cheveux de Hillary. Ben c'est ça, c'est ça. Je pourrais vous en reparler, mais le poids de l'image, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est comme ça, mais vous devez vivre ça aussi. La vie médiatique, le regard public fait en sorte que la question de l'image est très importante. Mais j'ai vite compris que quand j'allais quelque part, qu'on m'examinait sous toutes ses coutures. Donc, quand j'ai pris un peu de poids, on me tapait sur le ventre en me demandant si j'étais enceinte. On fait les commentaires parce que moi, je ne porte pas de vernis à ongles et je me ronge les ongles. Et on fait des commentaires sur mes ongles et on a droit à tout ça, mais bon, ça fait partie du métier ou ça fait partie de ce qu'on doit savoir ça et on doit donc dompter ça et essayer de traverser cette question de l'image pour réussir à échanger, à parler et à passer des messages, à écouter bien sûr, puis aussi à passer des messages. Mm-hmm. Mais pour moi, c'était quelque chose d'assez lourd à porter dans ma vie publique. Vous vous y attendiez pas quand vous avez commencé? Peut-être que je m'y attendais pas tant à ce que ça prenne autant de poids, autant de place. Mais c'est aussi que parce que j'ai eu une carrière où tout ça s'est intensifié, avec les charges ministérielles, avec les postes de plus en plus importants. Mm-hmm. Quand tu es ministre, tu donnes des entrevues tout le temps et tout, où il y a le mur de caméra qui t'attend à ton entrée à l'Assemblée nationale, tu deviens continuellement consciente de l'image. Et donc, ça veut dire quand tu sors dans les lieux publics, quand tu vas au resto, quand tu es dans ton comté à l'épicerie. Mais il y a quelque chose de très humain là-dedans. Moi, je ne fais pas de reproche aux gens. Là. Vous rencontrez quelqu'un que vous voyez dans votre télé ou sur les médias sociaux. Si vous la voyez à l'épicerie, vous allez regarder qu'est-ce qu'elle a dans son panier, puis vous allez regarder ses chaussures, puis ses bijoux. Je veux dire, c'est complètement humain. Ouais. Mais moi, personnellement, mon tempérament à moi, je ne crois pas que j'étais faite pour ça. J'ai beaucoup d'énergie, puis j'ai beaucoup de courage. Mais je suis quand même timide et j'ai pas un tempérament, j'ai pas le tempérament de feu, moi, où je veux qu'on me remarque. Je suis pas du tout ce tempérament-là. Assez que dans ma carrière politique, des fois, les gens me disaient mais tu dois oser plus. Et puis là, je me disais, écoutez, j'ai mis comme on dit familièrement, j'ai mis ma face sur un poteau. Là. Vous voulez que je vous décrive comment, moi, que j'ai du courage et tout ça? Oui. Mais le courage de prendre une charge publique ne veut pas dire qu'on est à la poursuite éternellement d'être visible. Moi, je n'aimais pas tant que ça d'être visible. Ça correspondait pas vraiment à mon tempérament. Lynne Beauchamp, merci. À la semaine prochaine.